présence. Nous dévoilons aujourd'hui un rapport très exhaustif et élaboré sur un type de financement des partis politiques qui cause beaucoup de problèmes au Québec, ce qu'on appelle le financement sectoriel, financement provenant du milieu de la construction, du milieu du génie conseil et d'autres secteurs d'activité économique que nous allons vous décrire aujourd'hui. Vous avez le rapport complet ainsi qu'un résumé en quelques pages qui donc brosse un tableau d'un type de financement qui a été largement décrit au cours des 2 dernières années et maintenant prouvé, c'est-à-dire ce qu'on appelle le financement sectoriel, financement organisé par des entreprises de différents secteurs d'activité économique pour soutenir des partis politiques, alors que la loi, en principe, interdit au milieu d'affaires, aux entreprises, de contribuer à la caisse électorale des partis. Le but de la présentation de ce rapport à cette étape-ci, c'est que la commission Charbonneau est appelée à débuter ses travaux prochainement. Nous voulons apporter à l'attention de la commission Charbonneau l'ampleur de la corruption entraînée par ces pratiques de financement sectoriel, dans lesquelles sont impliquées, bien sûr, des entreprises comme des entreprises de construction, de génie conseil, mais également des firmes d'avocats, des firmes de comptables et plusieurs autres types de firmes au Québec. Un des buts de notre intervention, c'est de dire également que bien que le mandat de la commission Charbonneau a été restreint au secteur de la construction, il nous apparaît évident qu'un filon plus prometteur pour permettre à la Commission de véritablement défaire, mettre fin au système qui entretient la corruption à la fois dans l'octroi des contrats gouvernementaux, mais aussi dans les villes et les municipalités du Québec où malheureusement ce type de pratique existe. Il faut suivre la trace de l'argent plutôt que de juste se concentrer sur un milieu en particulier. Un des exemples les plus patents, c'est ce qui a été révélé hier à propos de Mme Beauchamp et le financement octroyé par une série d'entrepreneurs, dont Domenico Arcuri, qui est lié à la mafia. Carboneutre n'est pas une entreprise de construction. Carboneutre agit dans un autre domaine et cherchait un permis d'exploitation qui ne touche pas nécessairement la construction, mais plutôt du domaine de la gestion des déchets. Enfin des matières résiduelles et toxiques. Il y a 2 types de financement qui sont bien sûr illégaux. Il y a l'argent comptant, les enveloppes brunes, ce qu'on a vu avec stupéfaction, par exemple, pratiqué par le maire Vaillancourt lorsqu'il essayait de corrompre 2 autres élus. L'émission Enquête en a apporté d'autres preuves, d'autres témoignages. Le rapport du Chéneau aussi parlait pratiquement de valises d'argent qui se promènent sur certains chantiers de construction. Ça, c'est donc un type de financement qui est tout à fait illégal, mais sur lequel on ne se penche pas dans le rapport. Nous, on s'est concentré sur le financement sectoriel. Qu'est-ce que c'est ce financement sectoriel? C'est l'influence que cherchent à obtenir différentes entreprises dans différents secteurs d'activité dans l'attribution des contrats publics par le gouvernement. Alors, des dirigeants, des cadres, parfois même des employés qui agissent comme prête-noms, sont poussés, encouragés par l'entreprise à donner, et souvent de manière groupée aux partis politiques traditionnels. On parle du Parti libéral, du Parti québécois et de l'ADQ. Les exemples abondent au cours des dernières années. On peut penser à Mme Nathalie Normando avec la soirée clé en main organisée par la firme Dessau, qui lui a rapporté plus de 100 000 $, en fait plus de 100 000 $ à la caisse du Parti libéral. Il y a l'exemple très récent d'hier de Mme Lynn Beauchamp, où un mafieux notoire cherchant à obtenir un permis d'exploitation organise un déjeuner et où on sort avec 66 000 $ en poche. Pour ne pas évidemment paraître déséquilibré, uniquement braqué sur le Parti libéral du Québec, on peut citer aussi le Parti québécois. On se rappellera de groupe Action avec Marcel Melançon à la fin des années 90, mais encore au milieu des années 2000, Mme Marois, lors de sa campagne de chefferie, a ramassé 123 000 $ en contribution politique. 2 tiers de ces 123 000 étaient donnés par des personnes, des cadres ou des dirigeants d'entreprises de génie conseil.
Pour résumer ou illustrer la chose, le financement sectoriel, c'est quoi? C'est pour rentrer dans l'avion. Quel avion? C'est l'avion du gouvernement et de ses contrats. C'est Marcel Melançon, dans le rapport Moisan, qui raconte. Hein, c'est le président de Groupe Action qui se rappelle du cours donné par Marcel Melançon, principal collecteur de fonds du Parti québécois à la fin des années 90, entrepreneur du domaine de la construction associé à Tony Accurso, et qui dit « Les contrats du gouvernement, c'est un voyage en avion. Tu peux le regarder passer, tu peux embarquer dedans. Si tu donnes assez, tu peux même être assis à côté du pilote. Avec les libéraux aujourd'hui, on peut même dire, si tu donnes assez, tu peux même avoir au moins une main sur le volant. » Alors, le rapport. Il y a des tendances très lourdes. On a fait une étude très exhaustive en mettant à contribution les données du directeur général des élections sur les 30 dernières années. C'est la première fois qu'une telle étude a été faite, de 81 à 2011. Alors, qu'est-ce qui ressort comme grande tendance au cours des 30 dernières années? D'abord, c'est que c'est toujours le parti au pouvoir qui recueille le plus. Phénomène assez remarquable parce que ce tableau représente en rouge ici le Parti libéral, en bleu le Parti québécois, puis il y a aussi l'ADQ qui monte soudainement en 2007, si vous voyez ici les dons faits à l'ADQ. Ce qui est remarquable, c'est qu'en dollars constants, le Parti libéral déjà allait chercher beaucoup d'argent. En dollars constants, le financement du Parti libéral était déjà bien supérieur à tous les autres partis. Le Parti libéral est champion toute catégorie, et même en dollars constants, on peut dire que le Parti libéral avait plus de succès, ramassé plus d'argent en dollars constants que ce qu'il réussit à aller chercher aujourd'hui. Nous vous rappelons que Marc-Yvan Côté, ministre et très actif dans le financement du Parti libéral, était actif au cours de ces années-là. On remarque aussi qu'à l'approche du pouvoir, il peut y avoir des cas où c'est le parti qui est dans l'opposition qui monte de manière assez importante. On le voit dans le cas du PQ, ici. Ça, c'est les périodes de pouvoir du PQ en bleu. Tout d'un coup, le Parti québécois monte et il garde sa supériorité, son avantage pendant toutes les années du pouvoir. Mais à l'approche, quand le vent change, à la fin des années 2000, M. Bouchard démissionne, le Parti québécois est à bout de souffle, le Parti libéral, avec M. Charest maintenant bien assis en selle, augmente son efficacité et va chercher d'importantes sommes et contributions. Donc, tous les partis, l'autre élément qui sort de ça, c'est que tous les partis traditionnels, y compris l'ADQ, fait du financement sectoriel. L'autre élément qui ressort, c'est les dons maximaux. Ce qu'on remarque, c'est que la part que représentent les dons maximaux de 3 000 $ au cours des années où c'était 3 000 dans le financement des partis est très important. D'ailleurs, vous allez voir dans le rapport une analyse qui est faite sur le médian et la moyenne des dons. Ce qu'on remarque en fait dans cette analyse-là, c'est que la part que constituent les dons maximaux dans le financement d'un parti politique, les dons à 3 000 $ est très important. Ça pèse lourd. Et on peut se questionner qui dans la société peut donner 3 000 $ à des partis politiques. Et quand, à chaque fois qu'on associe, qu'on va chercher ces dons-là, on voit qu'une bonne concentration de ceux-là, c'est des gens qui sont dans différentes firmes qui font affaire avec le gouvernement. La relation est simple. Ça veut dire qu'une bonne partie du financement des partis politiques qui accaparent le pouvoir vient de firmes qui font affaire avec le pouvoir et non pas des citoyens ordinaires. La chose, évidemment, est moins marquée avec le PQ qu'avec le PLQ, puisque le PQ, il faut le reconnaître, a une bonne base aussi de donateurs qui viennent du public, de gens, de sympathisants qui votent pour leurs convictions. Alors, d'autres exemples, je vais terminer là-dessus. Il y a l'exemple du Génie Conseil, puis Mme David va terminer. Dans le rapport, vous allez voir que les firmes de Génie Conseil et les firmes de construction, entre 2000 et 2011, ont donné au total près de 3 millions de $. 1,4 million pour les firmes de Génie Conseil, les 11 qu'on a répertoriées. 1,4 million également pour les firmes de construction qui comprend Accurso, qui comprend Catania, Petra de Borsellino, mais qui ne comprend pas les entreprises Nielsen. On n'a pas fait ce travail-là, on n'a pas eu la capacité de trouver les noms. Donc, au total, 3 millions de $, en retour de quoi? Ces firmes ont eu des millions de dollars de contrats, parfois sans appel d'offres, mais également, on le sait, on l'a vu dans le domaine de la construction, c'est la collusion pour se distribuer le gâteau. Et l'exemple le plus patent nous a été démontré encore hier. 6 des 11 firmes qui paraissent dans le rapport ont obtenu hier du ministère du Transport, que M. Charbonneau, M. Duchesneau avait décrit comme étant complètement miné
par son incapacité à surveiller la corruption et la collusion. 6 de ces firmes-là, Axor, SNC-Lavalin, Roche et d'autres, ont obtenu pour 438 millions de contrats divisés entre eux pour 200 kilomètres de route dans le plan Nord. Alors, il est encore la question se pose, alors qu'on avait dit, et l'élément que je vous décrivais ici, alors qu'on avait dit qu'on mettait fin à ce système-là, encore une fois, des firmes de génie conseil qui contribuent à la caisse du Parti libéral ont les deux mains dans les contrats publics au Québec. Alors, vous comprendrez que Québec solidaire a des ressources modestes. Donc, le rapport que nous vous présentons, c'est un rapport avec tout ce qu'on a pu trouver depuis 30 ans. On est assez fiers d'avoir pu quand même colliger des chiffres depuis cette longue période de temps. On ne prétend pas que le rapport soit exhaustif, mais on pense qu'avec les données que nous vous présentons, il y a déjà pas mal d'éléments qui nous font dire, oui, le financement sectoriel a toujours existé. En fait, depuis 30 ans, il existe et il continue d'exister. Ce que nous voulons rajouter, c'est que ça va bien au-delà des firmes de génie conseil. On a pu, nous, par exemple, aller du côté des firmes d'avocats et on a pu explorer les chiffres de 11 firmes d'avocats qui font affaire d'une manière ou d'une autre avec le gouvernement du Québec. Entre 2003 et 2011, 11 firmes d'avocats ont donné 839 dons au Parti libéral du Québec, 226 au Parti québécois, et 33 à l'ADQ pour un total de près d'1 million de dollars, dont près de 800 000 au seul Parti libéral du Québec. Pour la même période, 2003-2011, ces firmes d'avocats ont reçu pour près de 13 millions de dollars en contrats gouvernementaux. Est-ce seulement le fruit du hasard? Nous voulons ici vous donner un seul exemple. L'année 2008, sur laquelle je reviendrai, c'est une année fort intéressante au niveau de nos analyses. C'est une année électorale. La firme Inan Blakey, 30% des avocats de cette firme, en 2008, donnent au Parti libéral du Québec. 30%. Est-ce le fruit du hasard? Est-ce une coïncidence? Si l'on se rappelle que seulement 0,8% des contribuables québécois demande un crédit d'impôt pour financement à un parti politique, 0,8%. C'est assez surprenant de voir que 30% des avocats associés à un cabinet donnent à un même parti politique. Par ailleurs, nous invitons aussi la Commission Charbonneau à se rendre du côté des firmes comptables. Et nous avons un seul exemple à vous donner, mais qui nous semble tout de même porteur d'une recherche à faire. La firme Raymond Chabot Grant Thornton, entre 2008 et 2011. Des avocats liés, des comptables liés à cette firme donnent au Parti libéral du Québec 274, très exactement, 274 dons. 140 dons au Parti québécois, 45 dons à l'ADQ, pour un total de 459 dons et 301 677 $ entre 2008 et 2011. En 2008, 56% des professionnels à l'emploi de cette firme comptable ont effectué des dons au seul Parti libéral du Québec, 56%. Et plusieurs donnent à la fois au Parti libéral et au Parti québécois. Entre 2008 et 2011, cette firme a reçu des contrats gouvernementaux pour 3 811 000 $. Est-ce le fruit du hasard? J'aimerais revenir sur cette fameuse année 2008, année électorale. Nous avons pu constater que les dépenses électorales du Parti libéral du Québec totalisent 5 millions de dollars. 26% de ces dépenses sont issues, selon nos recherches, de tout ce qui a lieu d'apparaître comme du financement sectoriel. À l'heure où ce gouvernement prétend avoir la légitimité de résister avec intransigeance aux revendications des étudiantes et étudiants, on peut se demander quelle est la légitimité du gouvernement Charest.
En conclusion, Québec solidaire croit qu'il faut absolument sortir du financement sectoriel. Nous proposons à la Commission Charbonneau d'aller le plus loin possible dans une conception large de son mandat pour vraiment bien exposer le système de financement sectoriel et faire les recommandations nécessaires pour l'éradiquer totalement. Nous croyons aussi que nous devons reconnaître collectivement, comme société québécoise, que ce financement sectoriel existe encore et nous devons décider collectivement d'y mettre fin. Québec solidaire lance un appel aux directions des partis politiques pour que vraiment un coup de barre soit effectué. Il faut adopter ensuite des mesures pour diminuer la dépendance des partis politiques vis-à-vis le financement sectoriel. Ce que nous avons pu observer, c'est que le coût des campagnes électorales explose littéralement et que c'est certainement une raison majeure qui explique, entre autres, y compris bien sûr aussi toutes les faiblesses humaines, mais une raison majeure qui, pour certains, va justifier dans leur tête, très maladroitement et très malheureusement, l'appel à du financement sectoriel. Faisons des campagnes électorales moins coûteuses. Par exemple, on peut limiter les dépenses électorales. On peut décider qu'il y aura moins de pancartes. Ça fera aussi moins de pollution visuelle. On pourrait poster aux citoyens les programmes électoraux des partis politiques. Le directeur général des élections pourrait faire ça. On pourrait rendre accessible à des heures de grande écoute sur médias électroniques des publicités pour les partis politiques. Moins de dépenses, moins de besoins en revenus. Ensuite, il nous semble qu'on peut, c'est une hypothèse, adopter des mesures supplémentaires de contrôle des dons effectués aux partis politiques. Pourquoi ne pas demander sur la feuille de contribution le nom de l'employeur? On peut aussi, c'est une proposition de Québec solidaire adoptée depuis 2010, abaisser le plafond des dons acceptables aux partis politiques et nous avons proposé qu'il soit abaissé à 500 $. Nous croyons aussi que la Commission doit absolument recommander que la Direction générale des élections ait davantage de ressources humaines et financières. Il y aura toujours des gens qui seront tentés par la corruption. La seule façon ultimement d'y mettre fin, c'est qu'il y ait un organisme indépendant sous la direction de l'Assemblée nationale qui puisse vraiment effectuer des recherches, envoyer des inspecteurs et s'assurer que tout se passe bien. Nous croyons qu'il faut augmenter le financement public aux partis politiques. Nous proposons qu'il soit à 1,50 $ par vote d'électeur. Et finalement, nous pensons qu'une solution plus globale qui aiderait beaucoup à mettre fin à la corruption et à la collusion dans le monde politique, c'est une réforme en profondeur du mode de scrutin pour adopter un mode de scrutin proportionnel et de cette façon-là mettre fin à l'hégémonie de deux partis politiques depuis nombre d'années et à cette alternance qui finit par faire en sorte qu'on s'installe un peu trop facilement dans le pouvoir. Québec solidaire pense que nous avons besoin vraiment d'un grand ménage pour redonner confiance en les institutions politiques et nous croyons que la démocratie en dépend au Québec. Merci. Alors, nous allons passer à la période des questions. Mathieu Boivin. Je ne sais pas à qui adresser ma question, mais je comprends, c'est un apport intéressant là, dans tout le contexte qu'on connaît, mais ce que je comprends, c'est que vous avez plus ou moins confiance que la Commission Charbonneau puisse mener à bien le travail d'éradication de la collusion, de la corruption, si on ne va pas dans le détail du financement des partis. Faites-vous confiance en l'état actuel des choses à la Commission Charbonneau? Alors, premièrement, il faut qu'il soit très, très clair que ce travail assez colossal, compte tenu des ressources de Québec solidaire, est un travail que nous allons remettre entièrement, y compris des dizaines et des dizaines d'annexes, à la Commission Charbonneau. Nous allons dès aujourd'hui communiquer avec la Commission Charbonneau. Nous allons aussi communiquer avec la Direction générale des élections pour leur remettre le fruit de notre travail. Et à votre question, je vais répondre par une réponse simple et claire. Nous faisons confiance à la Commission Charbonneau. Notre problème n'en est pas un de confiance, notre problème en est un de mandat. Nous voulons vraiment exhorter la Commission Charbonneau à ratisser le plus large possible au-delà des
entrepreneurs en construction, firmes de génie conseil, parce que nos observations nous amènent à penser que le financement sectoriel est beaucoup plus large et répandu que dans la seule industrie de la construction. Donc oui, nous exhortons Mme Charbonneau et nous exhortons la Commission à demander, à réclamer que l'on élargisse son mandat. J'ai une deuxième question sur un sujet connexe, si on veut. Vous savez qu'il y a débat ces jours-ci sur les injonctions qui sont obtenues par des étudiants qui veulent assister à leurs cours. Ces injonctions-là sont bloquées sur le terrain par des gens qui se placent en piquet. Est-ce que vous dénoncez les gens qui bloquent l'application des injonctions? Si vous permettez, on va répondre à cette question à la fin, parce que là, il y a d'autres questions qui peuvent venir sur le sujet. On va compléter, et puis je vous répondrai. De votre question, on va y revenir. Très bien. On va y revenir. Oui, je pense que Rémi voulait... Oui, en fait, c'est que je serais curieux de savoir si vous avez quel degré d'optimisme que les choses changent, puisque les partis, selon vos prétentions, les grands partis profitent de mécanismes qu'ils ont dégotés, je dirais, pour obtenir du financement et profitent de la situation. Donc, je les vois mal dire oui, il faut changer les choses. Alors, est-ce que vous pensez que... La différence aujourd'hui, c'est que à peu près tout le monde est au courant qu'il y a eu un travail de la part des journalistes remarquable dans leur ensemble. Il y a vraiment, on le doit principalement à vous, ça c'est sans flagornerie. On a fait notre contribution également. Et il y a un intense degré, je dirais, de conscience populaire là-dessus. Donc, ça, c'est une part des choses. L'autre, c'est que je le sais pour les fréquenter ici, que la plupart des députés libéraux et même péquistes et même libéraux ont en horreur de voir que de telles choses existent, n'ont jamais participé à ce genre de stratagème et voudraient avoir plus de liberté parce que tout ça entraîne des mains liées, là. Hein? Il y a des orientations, des décisions qui se prennent, qui sont dictées par le financement des milieux d'affaires plutôt que par les orientations et les opinions de la population, la volonté de la population. Et les députés représentent la population, puis ils voudraient pouvoir prendre des décisions en fonction de l'intérêt collectif et non de l'intérêt privé de ces malfaiteurs. Donc, nous en appelons, comme Mme David a dit, à la direction des partis de prendre leurs responsabilités. Il n'y a pas que la commission Charbonneau qui peut agir. Il faut une volonté ferme à la direction. Bon, bien sûr, le Parti libéral, je pense que ça va être une décision politique électorale qui va lui asséner le coût nécessaire pour faire bouger les choses à l'intérieur. Mais du côté du PQ, du côté de la CAQ, on a entendu M. Bernard Drainville rappeler à François Legault que François, quand tu vas chercher presque tout ton financement d'un bureau d'avocat, tu as les mains liées. Je dirais à M. Drainville que ce qu'il dit à M. Legault vaut aussi pour son parti. Parce que les pratiques de financement sectoriel sont tout aussi répandues chez le PQ. Et donc, les directions des partis ont une responsabilité et une opposition Québec solidaire. Enfin, nous, qu'on soit 1 ou 10 ou 63 à l'Assemblée nationale au lendemain des prochaines élections, comptez sur nous pour rappeler tout le monde à l'ordre. Je me permets peut-être une question. Je vais vous demander de continuer à regarder les caméras pour le bien de nos collègues. Oui. Vous parlez, je crois qu'on est rendu à 1 000 $ maximum, selon une dernière modification pour le financement des partis politiques. Oui. Vous parlez de 500. Le Parti québécois propose 100. Pourquoi maintenez-vous 500 si vous jugez que le financement public, financement provenant de dons de citoyens est problématique? Alors, 500 était le montant qu'on avait décidé à Québec solidaire en 2010. C'est un montant qui pourrait être revu, mais je nous mets en garde collectivement contre la tentation de penser qu'à 100, 200, 300, 400 $, on résoudrait tout le problème. À notre avis, il y a dans cette problématique du financement sectoriel un problème vraiment culturel. Des gens mal intentionnés qui veulent à tout prix faire du financement sectoriel, même à 100 $, trouveront encore le moyen de le faire, s'il le faut, par des valises pleines d'argent. Alors, entre 100 et 500 $, ce qui semble vraiment être plus difficile à effectuer, ce sont des dons par des prête-noms.
À 3 000 $, c'est très facile. Vous en ramassez 10 ou 15 à 3 000. Le montant global est déjà assez intéressant et votre compagnie fait savoir au gouvernement que donc vous avez donné 30 ou 40 000 $ cette année puis que vous vous attendez à des contrats. Entre 100 et 500 $, c'est vrai que ça devient beaucoup plus difficile. Mais pour nous, la question est tellement de changer la culture que ça serait un peu nono de se chicaner sur les chiffres. Entre 100 et 500, on pourra s'entendre sur 300 s'il le faut. Franchement, rendu là, on n'est plus là-dedans. Là. La question, c'est pas ça. La question, c'est il faut briser ce système. Il faut que toutes les firmes, qu'elles soient de génie conseil, comptables, d'avocats, que ce soit des entrepreneurs en construction, il faut que désormais, au Québec, l'on sache que la corruption, là, c'est persona non grata. Il n'y en aura pas. Il y a des gouvernements qui ne seront pas achetables. Et nous en serons un. Monsieur Kadir, est-ce que, à la lumière des chiffres et de votre rapport, on peut dire que le bureau d'avocats Henin Blakey est un bureau d'avocats politique? Ben, c'est ce que ça laisse. En fait, beaucoup de firmes ont des liens politiques excessivement bien serrés avec les partis au pouvoir. Souvent avec le Parti libéral, mais aussi avec le Parti québécois. C'est sûr que dans le cas de Henin Blakey, il y a une telle, je dirais, une telle prépondérance des dons au Parti libéral qu'on peut facilement deviner qu'un bureau comme ça est très, très proche du Parti libéral. Et on connaît les tendances historiques au sein de certains groupes surtout d'avocats qui sont très impliqués, même directement dans les formations politiques. Donc, c'est la seule réponse que je peux donner, mais moi, je pense que ce qui est plus évident encore dans ce rapport-là, c'est que la plupart, ça c'est l'exception Henin Blakey, la plupart des autres donnent aux deux partis, mis sur les deux chevaux, considèrent ça comme une espèce, d'ailleurs, on l'a déjà entendu dans les témoignages, considèrent ça comme de l'investissement en vue d'aller chercher des contrats ultérieurement. Et c'est ça qui est détestable. Et c'est à ça qu'il faut mettre fin avec un bon système d'immunité politique. Mathieu Boivin, vous aviez une autre question. Je vous la rappelle tout simplement. Il y a des injonctions qui prévoient que les étudiants peuvent assister à leurs cours. Ces injonctions-là ne réussissent pas à être appliquées sur le terrain parce que des étudiants désobéissent civilement, si je peux me permettre l'expression. Est-ce que vous encouragez ou est-ce que vous dénoncez cette désobéissance civile-là? Québec solidaire n'a jamais encouragé la désobéissance civile, mais Québec solidaire peut comprendre qu'à certains moments, lorsque l'injustice est visiblement au rendez-vous, elle soit tout à fait compréhensible. Tout comme nous comprenons très bien que les directions de certains cégeps, de certaines universités, décident en toute connaissance de cause de ne pas appliquer des injonctions, estimant que la sécurité de l'ensemble des élèves et des professeurs n'est pas au rendez-vous. Je voudrais rappeler surtout que le recours aux tribunaux, même si je peux comprendre les problèmes de certains étudiants, le recours aux tribunaux n'est pas une solution. Ce qu'il faut, c'est que les étudiantes, que les étudiants fassent les débats en Assemblée générale. D'ailleurs, ça se fait à énormément d'endroits. Les minorités, comme c'est le cas partout, doivent se rallier aux décisions majoritaires. Au cégep de Gaspé, une majorité vient de décider la reprise des cours. La minorité va s'y conformer. Je m'attends à la même chose lorsque c'est le contraire. Mais surtout, Québec solidaire exhorte le gouvernement du Québec et en premier lieu le premier ministre du Québec, le plus vite possible, aujourd'hui même, à s'asseoir avec les fédérations étudiantes pour trouver une porte de sortie de crise. Les étudiants ne cessent cette semaine d'apporter des propositions. On voit qu'ils sont en mode solution. Ils veulent trouver des avenues de sortie de crise. Le gouvernement est sourd, muet et aveugle, et ça, c'est irresponsable. Peut-être une sous-question. Est-ce qu'il y a une menace à l'État de droit? À ce que les injonctions ne soient pas respectées sur le terrain? Je pense qu'on n'en est vraiment pas là. Oui, en anglais maintenant. À vous. Ah non, juste devant, pardon. Okay. I wanted to ask a question on the same subject. There are a lot of people that depend on court rulings, court injunctions for their safety, battered women, for example. Are you not sending a message that it's okay to break court rulings if you feel that you have been treated unjustly? Court ruling on those issues
Angelica, are not politically determined. But court ruling actually in the domain of these injunctions for giving courses to some students who deny the democratic process which brought those students to be in grève, in strike. These court rulings are very politically inclined. I understand, but in our society there has been no exaggeration on that sort. It's just happening today. Why? In the context of an illegitimate government that we have demonstrated, Angelica, which is financed by corrupt people. A system of corruption is ruling our government today, and this corrupt government is pushing some students to go to court to find injunctions. You remember what Mrs. Beauchamp, who is financed by a member of the mafia, Domenico Arcuri, is asking students to go to court and use our courts, which costs us money, to create confrontation, to create a fire, and then present herself as the fireman. We don't accept that. And this use of the court and the judiciary for political purpose is not acceptable in our democratic society. This is why today we're asking ourselves, what will happen to justice if politicians, if governments use justice abusively for their political end? Then the rule of law will be jeopardized. I still have to repeat that some people might be convinced that they're being politically prosecuted. And is this not giving them a reason to say, you don't have to listen to the court, maybe you're being prosecuted because you're a man, maybe you're being prosecuted for another political motivation that you don't think is fair? There is a debate on the judiciary side. I don't know if you read sometimes Le Devoir. There has been a very expert advice which was given by a jurist on the fact that students' representation is ruled by conventions in our society which are amenable to union representation. And when they decide they are represented democratically and they are accredited and they decide they go on strike, their decision has to be collectively respected. So there is a high level of disagreement on the interpretation of the decisions of these individuals who go to court to find injunctions to break up the democratic decision of their association. In a rule of law and democracy, we have to respect our institutions. And the political representation of students are part of the institution. In my opinion, they're more legitimate than this corrupt government. Tim Dubois. Yeah, so back to your report today. What would you say to the engineer or lawyer with one of these firms who would question your assumption that they're giving money out of bad faith, essentially? I would say that they are probably among the 1% of the population who give to political parties. And they should be the first to denounce the system that we are denouncing today. Because the behavior of their direction is putting in question their own righteous and legitimate contribution to our political democracy. How so? Okay? I don't understand that. How is it undermining that? Well, because there is, it has been recognized over and over by official commissions, by testimonies in front of Mr. Duchesneau, by numerous journalistic reports, that sectorial financement of political party exists within engineering firms, for example. They're one of the most efficient in that matter. So this practice of willing to control the contracts given by the government by financing the parties, even if the law forbids them to do so, brings a questioning of all our contributions, puts in question, brings entache tout le monde, la réputation. Stains the reputation of all engineers. So they should be the first to fight against that. And we have discussed, I have met several times l'Ordre des ingénieurs, the Order of Engineers, and they're very concerned, and they
realize, and they're the first to testify in front of us that this exists, and they're fighting also this. So I say to that engineer, speak up. Speak up. Don't accept when you see around you what is organized. Don't accept it. Denounce it. We need that. It's part of it's part of the restoration of the quality of our democracy. What do you say, though, to the argument that, in a society like ours, there are only a certain number of people in a certain number of sectors who actually even have the financial means to give money to a political party, and that includes engineers and lawyers and business people. I mean, the average guy, the kid working down at the Couche-Tard at $11 an hour is not going to give to a political party because they don't have any money. We have ways. This is the way Americans do politics, and we know where it ends up. Okay, total control of the political agenda by lobbies of private sector, and we don't want that. So there are means to allow people to be on equal terms, even if they have different revenues. That's why we have introduced a law, and this law has been broken up. Now, Mrs. Françoise David has explained that we can arrange that in putting an end to the growth of the expenses of the political elections by allowing some public resource. And it will cost us at the end much less. It's like prevention in the health sector. Okay, we can spend on curing disease or preventing. When you prevent, each dollar spares you many other dollars at the end. So the prevention in the financement would be that the state finances the big chunk of the party, what the parties needs to do politics, and we reduce the level of contribution. Caroline Plante. Mr. Kadir, there have been some changes to the law, so what makes you so sure that this is still ongoing? Well, we have seen this, okay? We have seen that still, when you look at, I will bring your attention to the graphic 4 in the report, le nombre de dons maximaux. There still is a big part of the contribution to the political parties, which are, a big chunk of it, which is provided by maximal contributions of now $1,000, okay? And it was 3,000, even if we had introduced the law, but it wasn't applied for the maximum of the contribution. The system still prevailed, and this is a big part of their financement. And when we checked the names, we found a lot of those names in the engineering firms, in the law firms, in the construction firms. So we have still the same problem. What are you asking the Charbonneau Commission to do? We're asking the Charbonneau Commission to do what it did at the beginning, demand an extension of its mandate, so not to be restricted only to the construction sector, because the overwhelming evidence shows that this system of collusion and control of the public contracts through the contribution, illegal or illegitimate contribution to political parties, prevails also for lawyers' firms, accountant firms, some firms in different domains. For example, yesterday we heard that a firm in the domain of environment, which is linked to the mafia, did so. So if the Charbonneau Commission restricts itself, they cannot even inquire about this la firme de Domenico Arcuri? Environeutre? Carboneutre. So they can even not inquire about this Carboneutre affair. The legitimacy of the 2008 election, do we have a legitimate government? We have a partial picture that we have offered you. Within our capacities, even us have been we have identified that more than a quarter of what the Liberal Party spent to win the election comes from this illegitimate source of financement. More than the quarter. That's what we were able to find, which is the tip of it, okay? So one could ask what democracy we have when you gain power
you obtain power through illegitimate means. The same manner when we question the legitimacy of a lot of those writings that the conservatives won over that, phone scandal, the change of address of the phone calls. Now, I will just come back to the necessity of extend the mandate of the Commission. We have examples of also of pharmaceuticals. There was an article in November 2000 by André Noël in La Presse, which was showing that the pharmaceuticals were doing the same sectorial financement using this time Madame Marois, which was on a financement this time for the Bloc Québécois, but she acted as the faire-valoir, the guest conférencière. Je vais le dire en français aussi, la nécessité d'étendre le mandat de la Commission vient du fait que plusieurs autres secteurs aussi contribuent à ce financement sectoriel. On a parlé de carbone neutre, mais l'exemple qui me vient, qui est dans le rapport, c'est en 2000, dans une soirée de financement, dans un cocktail, il y avait uniquement des représentants d'entreprises pharmaceutiques et Mme Marois, qui était ministre de la Santé à l'époque, se promenait de table en table pour recueillir le nom des médicaments que les entreprises pharmaceutiques voulaient voir inscrites sur la liste des médicaments remboursables. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup.